Le grand plateau, aujourd'hui le grand plateau de Bernard Keller, maire de Blagnac, vice-président de Toulouse Métropole, conseiller général. Monsieur Keller, bonjour. Bonjour. Thomas Simonian et Marc Stuhlmann vous interrogeront au plan national sur l'avenir de François Hollande, l'avenir politique. On parlera également de Dieudonné. Au plan deuxième sujet, deuxième thème, la métropole toulousaine. Et enfin, on parlera, c'est à moins qu'on puisse faire, des municipales de Blagnac. Thomas, Marc, je ne sais qui commence. Je vais entamer. Bonjour Bernard Keller. Bonjour Thomas. On va parler de la venue de François Hollande, oui. Puisqu'il est venu cette semaine à Blagnac. Est-ce que c'est facile de recevoir le président de la République dans le contexte actuel où sa notoriété est au plus bas? Et je veux entendre dans ma question, est-ce que c'est positif de le recevoir? C'est facile et c'est positif et je vais venir. Mais avant tout, si vous le permettez, je voudrais souhaiter une bonne, heureuse et chaleureuse année à vos auditeurs, de tous vos auditeurs et peut-être plus particulièrement, si vous le permettez, ceux de Blagnac. Oui, j'ai reçu François Hollande avant-hier sur la commune de Blagnac puisqu'il venait en ce début d'année manifestement proposer son contrat aux entreprises pour avancer vers une simplification des procédures qui seraient de nature à faciliter la création d'entreprises et surtout les recrutements. Et je dois dire que c'est un homme il m'a été de connaître dans le passé, donc j'ai une relation un petit peu privilégiée avec lui. Et en aparté, on peut se tutoyer, voilà, tout simplement. J'appelle François, il m'appelle Bernard. Et même dans le contexte, et je veux répondre à votre question, je vois pas pourquoi ce serait difficile dès lors que d'abord c'est le président de la République et que voilà, il est dans la responsabilité qui est la sienne et il venait à un moment où précisément il entend mettre en œuvre une certaine dynamique de nature à impulser l'emploi. C'est à Blagnac qui vient le dire. Ça ne me choque pas, et même je crois il lui a été agréable de relever parce qu'il s'y attendait pas quand je lui ai fait remarquer que nous étions très heureux et même fiers de le recevoir dans sa qualité de président de la République, dans une ville qui ne compte pas encore 25 000 habitants, mais qui compte déjà plus de 39 000 emplois. Il a regretté que ça ne puisse pas être transposable à la totalité du pays. Voilà, donc c'était pas difficile. Alors, c'est pas forcément donc un désavantage pour vous, qui êtes tête de liste, on en reparlera tout à l'heure au municipal. Alors j'allais dire comme Pierre Cohen à Toulouse, est-ce que c'est pas un désavantage de le recevoir? Non, je ne le pense pas. Une fois encore, je pense que les électeurs, nos concitoyens, il y a deux élus qu'ils considèrent et qu'ils connaissent. Un, le président de la République. Deux, le maire. Et c'est pas parce que le président de la République a aujourd'hui une cote des amours relatifs que la fonction n'est pas considérée. Et de la même manière, le maire est respecté et considéré dans sa fonction. Je pense que c'est pour cette raison que, très vraisemblablement, les électeurs ne confondront pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas une partie qui vont profiter de cette élection pour témoigner de leur agacement et de leur désaccord par rapport à la politique nationale. Mais je pense que pour l'essentiel, et encore plus dans une ville de la taille de la mienne, eh bien c'est le maire sortant, le maire tel qu'il est, qui va être apprécié, indépendamment de l'étiquette politique. Alors, je fais juste une petite parenthèse par rapport à ce que disait Gérald, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé ces derniers jours, malheureusement, j'allais dire, de la vie privée du président. Question de fond, est-ce qu'il n'y a pas un glissement de la presse française? Est-ce qu'elle ne prend pas un mauvais tournant, un mauvais virage, à l'instar de ce qu'on peut vivre dans les pays anglo-saxons? Dans les pays anglo-saxons en particulier, notamment en Angleterre, oui, ça m'agace un peu. Je vous le cache pas, ce comportement. Mais en revanche, j'ai l'impression que sur nos concitoyens français, ça a moins de poids et moins de conséquences donc que chez les concitoyens anglo-saxons et américains en particulier, qui font très très vite manifestement un amalgame entre un comportement de vie privée et un comportement de vie publique. Apparemment, il y a eu un sondage là récemment qui laisse à penser que les Français se fichent un peu de savoir que ça puisse avoir une implication sur la vie politique. Oui, encore que le magazine en question ait été totalement épuisé en 2 heures de temps. Ah oui. Donc les Français s'intéressent pas à ça, mais le magazine est épuisé en 2 heures de temps. Oui, voilà, donc ça les intéresse quand même de le lire, quoi. Peut-être le côté croustillant, allez savoir. Alors toujours au national, on a
passé une semaine, on pourrait dire dieudonnesque. On a énormément parlé de Dieudonné et à Blagnac, il y a 10 ans, donc dès 2004. En 2004 déjà, ouais, oui. Vous aviez demandé l'interdiction. Absolument. Il avait été programmé très exactement le 3 avril 2004 dans le cadre du Printemps du Rire. C'était pas dans le cadre de la programmation d'Audi Sud. Et le Printemps du Rire avait loué la salle d'Audi Sud et il y a quelques jours auparavant à Lyon, il y avait eu des incidents relativement importants consécutivement à ces propos déjà délibérément antisémites et racistes. Et donc, j'avais pris la décision, effectivement, de prendre un arrêté d'interdiction, mais le tribunal administratif a jugé que mes motifs, qui étaient les motifs de trouble à l'ordre public, n'étaient pas suffisants, et donc la veille, c'est-à-dire le 2 avril, ils m'ont demandé ils ont annulé mon arrêté en référé, donc en urgence, pour qu'il puisse se produire. Je dois dire que ça m'avait un peu agacé parce que j'avais assisté au démarrage de son programme en coulisses et je l'avais trouvé un petit peu narquois. Et vous parliez de la presse. Et ce qui m'a un peu désolé, c'était la manière dont d'ailleurs la presse avait relativement encensé cette décision en référé, considérant que c'était lui qui avait raison de faire de l'humour plutôt que la guerre, si vous voyez ce que je veux dire. Je continue ma question sur l'emballement médiatique et finalement sur cette espèce de crispation, de clivage dans la France, dans la société française sur cette question. Qu'est-ce qui, pour vous, pourrait, entre guillemets, calmer ce clivage, qui pourrait ressouder la communauté nationale? Parce que quand on va sur les réseaux sociaux, c'est effrayant de voir d'un côté une sorte de délire haineux qui fait ils sont allés jusqu'à vérifier le pédigré du conseiller d'État qui avait rendu la décision, l'ordonnance, et de l'autre, on a l'impression que les politiques, même s'ils condamnent, même s'ils saisissent, n'arrivent pas à toucher les fans. Parce que le Dieudonné, c'est la partie immergée de l'iceberg. Mais je pense que c'est sans doute une des choses les plus difficiles que de toucher le fanatisme, précisément, qui est par définition toujours extrêmement minoritaire, mais extrêmement actif. Et je crois que la difficulté est là. Bon, il est clair que je condamne moi aussi avec la plus grande fermeté ce type de comportement. Il est clair que j'avais déjà, il y a 10 ans, essayé d'interdire ce type de programme à un moment où on a dépassé le problème de la liberté d'expression. Voilà, on voit très bien que derrière tout ça, il y a une volonté insidieuse de faire passer un certain nombre d'idées. Bon, aujourd'hui, le Conseil d'État, manifestement, a pu statuer de la même façon, 10 ans après, certes, mais que on joue plus. C'est le cas de le dire, d'ailleurs, et que c'est plus de l'humour. Maintenant, les institutions de notre République, et d'une manière générale des grandes démocraties, ont la fragilité de ces principes de liberté. Et je crois que c'est un petit peu en cela que votre question est extrêmement pertinente et que la classe politique, je parle de la vraie, celle qui défend les institutions et la démocratie, a du mal à trouver les éléments de réponse pour abolir ces fanatismes insidieux et ultra minoritaires, mais qui viennent s'infiltrer, qui viennent se couler dans les relatives faiblesses, évidemment, de nos grandes démocraties qui offrent d'abord et avant tout des principes de liberté. Et voilà, au nom de cette liberté, eh bien, ils n'hésitent pas à distiller un fiel parfaitement détestable et réprimable. Et alors, en revanche, il faut que, en aucune manière, il ne doit y avoir aucun angélisme ni aucune permissivité dès lors que le moindre élément légal permet de les réprimer. Ça, je fais partie de ceux qui seraient évidemment les plus durs à l'endroit de ces comportements. Alors justement, qu'est-ce que vous pensez du rôle de Manuel Valls dans tout ça? Parce qu'il a été plutôt esseulé jusqu'à la fameuse décision du Conseil d'État. Alors maintenant, on salue son courage. Vous m'auriez interrogé avant, je fais partie de ceux qui, depuis le début, soutiennent Manuel Valls, parce que je pense que la République, la nôtre, ne doit justement souffrir d'aucune faiblesse. Et on a suffisamment accusé la gauche d'angélisme, de laisser faire, pour que, justement, on soutienne un ministre de gauche dans l'exercice de défense et illustration de notre République. Alors là, moi, je le soutiens, mais alors en totalité, et je vous aurais parlé comme ça avant. Blagnac, juste une parenthèse, votre opposant, David Gerson, a été... J'ai vu.
a été tagué sur 2 affiches. C'est inacceptable, c'est réprimable, et si jamais d'ailleurs, parce que je fais partie des maires qui ont mis des caméras, alors que parfois dans ma propre famille politique, notamment dans le précédent mandat, on me l'a reproché. Aujourd'hui, on me le reproche plus trop. Si je n'entrez pas dans la campagne municipale toulousaine. Si je peux arriver, mais ça me gêne pas. J'en ai parlé avec Pierre Cohen à plusieurs reprises. et donc, si on peut arriver à choper, pour parler le langage de la rue, celui ou celle qui s'amuse, et je pèse mes mots, à ce genre d'insanité, on fera ce qu'il faut. Alors, on passe au deuxième thème, peut-être, messieurs. Vous êtes également, Bernard Keller, vice-président de Toulouse Métropole, et c'est ce thème qu'ont choisi ces messieurs pour vous interroger. Alors, aujourd'hui, j'allais dire la communauté urbaine, donc Toulouse Métropole, va changer de statut de par les réformes en cours, et va enfin devenir la métropole que tout le monde espérait. Qu'est-ce que ça va changer pour le citoyen ? Pour le citoyen, j'ai envie de dire dans l'immédiat, pas grand-chose. J'ai envie de dire la première chose, c'est que le citoyen, notamment quand il habite Blagnac, Balma, Colomiers, et même plus loin, Grenade ou Pibrac, dès qu'il est, on va dire à Paris ou à Strasbourg, quand on lui demande où t'habites, il dit à Toulouse. Donc il a un très fort sentiment d'appartenance à cette réalité d'une agglomération qui s'appelle Toulouse. C'est la première chose, que ça va simplement normer. Il sera désormais encore plus toulousain que ce qu'il ne l'était. Après, ça va changer les choses, pas dans l'immédiat, pas dans sa perception. Ça va en revanche aller, j'en suis persuadé, vers d'abord une meilleure économie d'échelle, au sens global du terme, dans les services que nos concitoyens sont en droit d'attendre. Alors là, pour le coup, qu'ils habitent Blagnac, Pibrac, ou Colomiers, ou Balma, ou Tournefeuille, il faudra que ça aille, et c'est une demande vers une harmonisation, d'une part, bien sûr, des services rendus, mais également de la fiscalité. Et ça va aller vers une meilleure prise en compte des phénomènes de métropolisation, qu'on le veuille ou non. Les problèmes de la politique, ce qu'on appelle la politique de la ville, y compris ceux dont on vient de parler il y a un instant, c'est quand même plus répandu dans les agglomérations que en zone rurale. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas aussi. Voilà. Mais enfin, la problématique se pose de manière beaucoup plus lourde et avec des éléments d'appréciation plus importants, de même que la politique du logement et des besoins de logement. C'est tout cela, je pense que ça va changer. Une meilleure réponse, d'abord, en termes de développement économique aussi, et de spécialisation d'un certain nombre de sites en fonction des volets économiques que l'on veut pousser. Ça va changer les choses en matière d'urbanisme, d'une meilleure prise en compte, une meilleure gestion et programmation de l'urbanisme sur la réalité des, on va dire en gros, 700 à 800 000 habitants que va compter cette nouvelle métropole. Peut-être plus d'ailleurs s'il y a une logique de la réalité de l'habitat qui est prise en compte. Ça va aussi permettre d'avoir une meilleure réflexion sur, qui est déjà bien engagée, mais plus renforcée encore sur la problématique des transports et de la circulation, tout ce que nous avons engagé avec Pierre Cohen, notamment au niveau du tramway. C'est tout cela, je pense que on aura une meilleure gestion d'ensemble de la vie de nos concitoyens, du développement de la ville, de l'habitat, et sans sacrifier à la qualité de la vie à laquelle on est attaché. Alors moi, je vais poser une question un tout petit peu polémique, mais est-ce que, au sein de la métropole, et plus précisément dans votre ville, il n'y a pas une sorte de perfusion aéronautique? Et est-ce que c'est pas un danger de se retrouver avec une sorte de mono-industrie, une perfusion Airbus, pour le dire très vite, où on risquerait de se retrouver un peu comme certaines villes du Nord, qui, quand elles ont vu le bassin minier disparaître, se sont retrouvées de très riches à très pauvres? On peut même penser à Decazeville. Alors c'est déjà pas une perfusion. C'est un développement basé sur une innovation et certes une volonté politique qui remonte à il y a une quarantaine d'années. Qui aurait pensé il y a 40 ans que Airbus
puisque vous venez de le citer, ou même ATR, deviendraient chacun dans leur parti les leaders mondiaux d'avions de transport régional, c'est le cas d'ATR, et d'avions de transport civil de plus de 100 places, c'est le cas de Airbus. Que Toulouse soit, et Blagnac en particulier, soit marqué du sceau de cette identité forte, je pense que c'est d'abord et avant tout très positif. Et on le mesure en termes d'emploi, parce que il faut pas jouer à se faire peur quand même. Et je vais quand même répondre à votre question par rapport à la sidérurgie. Mais je constate simplement que au moment où, depuis 2008, le monde est en crise, au moment où l'Europe doute, où la France dit je perds de mes industries, il y a un endroit, une région, la région Midi-Pyrénées, l'agglomération toulousaine, je parle pas de Blagnac tellement c'est criant, qui, malgré la crise, continue à se développer et à créer des emplois, c'est précisément grâce à l'aéronautique. Alors on va quand même pas s'en plaindre et dire oh là là, attention, ayons peur. Pas du tout. D'autant plus que, à la différence de la sidérurgie, ce qui caractérise cette industrie, c'est que malgré les crises, ce qui fait le marché de l'aéronautique, c'est le transport aérien. Eh bien, depuis l'après-guerre, bon an, mal an, la croissance du transport, du trafic, c'est-à-dire des passagers, des gens comme vous et moi qui prennent l'avion dans le monde, est de 4 à 5% par an. C'est aussi pour ça que Airbus, comme pour Boeing, continue à se bien porter. Maintenant, qu'il faille se contenter de cette situation quasiment insolente de bonne santé économique, non. Bien sûr que non, et c'est pour ça qu'avec Pierre Cohen, eh bien, on fait tout pour que la diversification soit enclenchée. On l'a enclenchée au niveau des sciences du vivant, des biotechnologies, avec l'oncopole en particulier et tout ce qui tourne avec. On l'a enclenché de manière aussi forte autour du pôle de compétitivité aéronautique, espace et système embarqué, parce que par toutes les déclinaisons que l'on peut apporter dans le domaine des systèmes embarqués, en particulier tout ce qui touche aux automatismes, au numérique, où l'on voit que, en partant peut-être des savoir-faire que l'on a dans le spatial, dans le domaine spatial, parce qu'on a parlé de l'aéronautique, mais il y a l'espace quand même aussi qui pèse lourd, eh bien, sur des activités qui vont toucher la vie de tous les jours, la circulation, les problèmes d'autonomie. On voit bien qu'avec le géopositionnement satellitaire aujourd'hui, on facilite la vie quotidienne. Et puis enfin aussi, en termes de diversification, Toulouse est une métropole incontestée d'une grande région qui s'appelle Midi-Pyrénées, qui a une caractéristique qui est la plus vaste de France et qui est une région de forte progression agricole et fruitière entre autres. Eh bien, il y a tout un volet aussi de valorisation de cette matière première agricole qui doit être un des éléments de la diversification de notre activité autour du pôle de compétitivité agro-sud-ouest d'ailleurs. C'est à toi, Marc. C'est toujours à Marc. C'est toujours à Marc. Pour parler de métropole. Tout à fait. On va continuer sur la métropole. Donc, visiblement, la perfusion Airbus, c'est plus un plus qu'un moins. Mais moi, j'ai une question à vous poser au sein même de la métropole, et plus précisément au sein des rapports de force à l'intérieur de la métropole. Est-ce que Toulouse serait pas en train de tout phagocyter ? Non, je ne le pense pas. C'est là aussi une des caractéristiques de notre agglomération toulousaine, c'est que la ville de Toulouse, qui est la ville-centre, effectivement, a un poids, et notamment en nombre d'habitants, qui est plus important que l'ensemble des autres communes, dont Blagnac d'ailleurs, qui constituent la coopération intercommunale. Alors bon, que parfois Toulouse ait tendance, et notamment ses fonctionnaires, à voir les choses uniquement au prisme de la vision strictement toulousaine, ça peut arriver. Mais enfin, on est un certain nombre à être là, le maire de Colomiers, le maire de Tournefeuille, moi-même, celui de Balma, pour rappeler à la règle que nous travaillons ensemble, eh bien que les décisions ne se prennent pas uniquement au plan toulousain. Je pense qu'il y a aussi dans le formatage des équipes de direction et des responsabilités politiques qui nous sont données une attention particulière qui a été donnée par Pierre Cohen, comme d'ailleurs avant lui aussi par le précédent président de la communauté d'agglomération, à faire en sorte qu'il y ait une représentation équitable, et je pèse mes mots, des communes qui, si elle n'y était pas, Toulouse ne serait pas ce qu'elle est. Moi j'aime bien dire, et voilà, Toulouse ne serait pas Toulouse s'il n'y avait pas Blagnac,
Puisque d'ailleurs Tom Enders la semaine prochaine va poser la première pierre du siège de tout nouveau EADS qui va s'appeler Airbus Group à Toulouse, Blagnac. Parlons de transport, Bernard Keller. Là aussi, c'est un thème fort au niveau de la métropole. On vient de vivre le prolongement de la ligne 1 du tramway, qui désormais revient, je dis revient parce que dans l'histoire de Toulouse, le tramway était déjà là, mais revient dans le centre-ville de Toulouse. Est-ce que ce prolongement, c'est une bonne chose pour les Blagnacais ? C'est une excellente chose pour les Blagnacais, mais c'était attendu en même temps, parce que lorsqu'on a fait la ligne T1 Tel-Calais qui s'arrêtait aux Arènes, il était prévu qu'elle continue en diagonale en direction de Saint-Orens, et en passant bien sûr par le Grand Rond, donc par le centre de Toulouse. C'est un plus, et on le mesure tout de suite en termes d'ailleurs de fréquentation. Et ça va être un plus encore plus important lorsque cette ligne T1, on va dire début 2015, va desservir la plateforme aéroportuaire. Pourquoi ? Pour deux raisons. La première, c'est que ça va quand même donner un accès à l'aéroport pour ceux qui vont prendre l'avion ou arrivent en avion et partent ou vont dans Toulouse. Et aussi pour ceux, presque encore plus nombreux, les 15 000 salariés qui travaillent sur la plateforme aéroportuaire et qui vont trouver là les moyens de pouvoir se déplacer peut-être tous les jours sans avoir à prendre la bagnole ou la moto ou le vélo. Voilà, donc c'est un plus incontestable. Et en termes de fréquentation, on le mesure tout de suite, quantitativement, et on est à 25 000 passagers par jour, à peu près, si j'ai bien compris. Est-ce que c'est pas incroyable, Bernard Keller, un peu à l'instar de ce qu'on a vu à Labège avec le métro, que cette fameuse ligne de tramway ne soit pas arrivée dès le départ à l'aéroport ? Parce que vu de très haut, ça paraît tomber sous le sens. J'étais pas encore maire et je pestais contre ça parce que je travaillais déjà dans l'aéronautique quand même. Donc j'y travaillais de ce côté-là. Et je trouve qu'effectivement ceux qui ont pris cette décision il y a maintenant une trentaine d'années n'étaient quand même pas particulièrement inspirés. Ne pas desservir d'abord et avant tout son aéroport et sa gare, c'est quelque part, me semble-t-il, une erreur, un péché un petit peu grave quand on veut parler de fluidifier les transports. Ça, oui. Et j'ajoute que bon, on va pas revenir sur les décisions qui ont été faites à ce moment-là. C'est comme ça. Mais quand on sait qu'une ligne de tramway coûte 4 à 5 fois moins cher qu'une ligne de métro, eh bien, on aurait aujourd'hui peut-être déjà 8 lignes de tramway. La vie en serait changée. Alors, j'ai une question, je vais paraphraser un candidat. La métropole avance, mais elle avance pour aller où ? Elle avance pour être une métropole lisible pour ses concitoyens, visible dans le monde, parce que il en va de la ville comme il en va de la vie. Si on ne donne pas un sens à sa ville, ou si l'on ne donne pas un sens à sa vie, eh bien, on a du mal à exister. Ce qui est important, c'est que Toulouse soit véritablement bien perçue comme une métropole, que son identité, vous me parliez tout à l'heure d'économie et de diversification, soit si bien perçue qu'elle permette et qu'elle facilite justement des déplacements, d'abord peut-être de type touristique, et notamment de tourisme d'affaires, autour d'un parc des expositions qui sera plus compétitif en capacité d'accueil, mais autour de ces manifestations de tourisme industriel ou de tourisme d'affaires, c'est aussi des décisions peut-être d'implantation d'activités nouvelles grâce au pôle de compétitivité de l'oncologie, grâce à Agrimip. Bref, cette lisibilité, cette visibilité, elle est importante. On constate que dans le monde aujourd'hui, il y a plus un marketing des métropoles qu'un marketing des régions. Si on pose la question de savoir quelle est la capitale du Bade-Württemberg ou même de la Lombardie ou du Lazio, je suis pas sûr que les gens sachent répondre quand je dis Lazio-Rome. Si quand on dit Barcelone, tout le monde sait que c'est la Catalogne. Mais à part ça, c'est l'exception qui confirme la règle. Mais bon, il y a une compétition des métropoles entre elles, eh bien, il faut que l'on accepte d'y entrer, et c'est avec Pierre Cohen ce que nous avons l'intention de faire, et notamment, c'est pour ça qu'on a mis en place SO Toulouse, et la SEM qui fédère tous les acteurs du tourisme, mais notre volonté, c'est
au-delà du tourisme, de donner une identité qui facilite demain les investissements, les installations d'activités nouvelles. Dernière question sur cette partie métropolitaine. Question qui vous touche à double titre, puisque vous êtes également conseiller général. Est-ce que les réformes en cours menées par le gouvernement Ayrault ne vont pas mettre un point final aux compétences du conseil général? Et est-ce que l'avenir du conseil général n'est pas posé? Il est clair que le débat sur les nouvelles attributions des collectivités territoriales, d'abord il n'est pas complètement tranché, va quand même redistribuer les cartes. On voit bien que la région, c'est clair, elle est nommée chef de file de l'économie, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que les métropoles n'aient pas leur part à jouer au-delà des zones d'activité. Le département va, c'est clair, conserver des compétences fortes dans le domaine social en particulier, qui est son cœur de métier, si je puis parler comme ça, et sur les collèges. Mais il va en perdre beaucoup aussi. Mais il va en perdre aussi, mais bon, il est important qu'il y ait une clarification des compétences, et le conseiller général que je suis ne s'en plaindra pas, parce que je suis un conseiller général urbain, et je vois bien à un moment donné où sont les compétences du maire vice-président de la communauté urbaine que je suis, et du conseiller général que je suis également. Je crois que ce qu'il faut, c'est que maintenant soit bien clarifié le qui fait quoi, et en faisant en sorte que l'on ne se marche pas sur les pieds. Pour autant, quand j'ai dit ça, fort heureusement qu'il y a quand même toujours un conseiller général encore fort, même si ses moyens fiscaux lui sont amputés, notamment par exemple, puisqu'on parlait tout à l'heure de ma commune et du nombre d'emplois et des problèmes que ça pose, ne serait-ce qu'en termes de circulation par exemple. Heureusement que le Conseil général accompagne les décisions qu'on est en train de prendre pour reformater un certain nombre de voiries, et notamment le giratoire du Ritouré, pour faire en sorte que certains points noirs soient fluidifiés. D'accord, mais ça, ce sont des compétences. Elles pourraient être redistribuées entre la métropole et la région. La question, c'est, est-ce que le Conseil général a lieu d'être? Je pense que le Conseil général a toujours lieu d'être, en tout cas en tant que périmètre. Je pense que dans la culture des petits Français que nous sommes, on a tous tellement appris le 82, le 31, le 81, que quoi qu'il advienne, je pense que le périmètre du département avec son numéro attaché demeure un territoire d'administration pertinent, de proximité, à l'intérieur d'une région. Alors après qu'un jour soit posée la question de savoir si ça doit rester une instance avec pouvoir délibératif, la question elle est posée. Alors évidemment, que les présidents de conseils généraux, c'est normal, dans leur fonction, ne veuillent pas se la poser. Moi, en tant que conseiller général, j'accepte de dire que la question est posée. Voilà, Bernard Keller, il a fait mauvais temps sur Nantes cette semaine pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, et Barbara avait même prévu la pluie il y a quelques années. Il a plu sur Nantes. Nous poursuivons le grand plateau de Bernard Keller, maire de Blagnac, vice-président de Toulouse Métropole, conseil général, et on va parler, messieurs, de municipal. Alors, visiblement, c'est moi qui suis abonné aux questions litigieuses, mais je vais vous la poser. Pourquoi un nouveau mandat? Parce que je suis attaché à cette ville viscéralement, que j'ai le sentiment de m'être pas mal identifié à elle, à son développement, et un nouveau mandat qui sera le dernier, parce qu'au terme de ce mandat, j'aurai 70 ans, et là, il sera temps que je m'arrête. Pour autant, j'ai pas complètement achevé, me semble-t-il, ce que j'ai commencé avec mon équipe, avec l'équipe de Blagnac à cœur, qui m'a aussi encouragé à partir sur ce dernier mandat pour moi, et j'espère que ce ne sera pas le dernier pour un certain nombre d'autres qui m'accompagnent dans la nouvelle liste, et qui sont beaucoup plus jeunes que moi et que quelques-uns des anciens que nous étions. Est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même de, on va dire, et je parle à la fin de votre mandat bien entendu, qu'on pourrait considérer que Blagnac finalement est une ville qui aura connu le même maire pendant 17 ans pour le moment, ça fera, ouais, on va dire, ça fera plus de 20 ans, quoi. Ouais. Celui qui était avant moi, il est resté 30 ans, et son père, pas loin, voilà. Enfin, c'est une caractéristique de la vie française, que les maires, et surtout quand ils donnent satisfaction, restent fortement et longtemps attachés à leur ville. Dominique Baudis est resté 18 ans. Ouais. 3 mandats. Mais ce sera le dernier.
C'est clair. D'accord, donc vous l'annoncez clairement. Ah oui, je le suis très Vous clair. venez d'ouvrir la guerre de succession si jamais vous êtes réélu. Oui, mais je pense qu'il faut aussi savoir se donner soi-même une limite. Et le simple fait que je le dise publiquement et sans aucune... Si jamais il me prenait tout d'un coup, par sénilité à avancer, justement, de vouloir repartir, vous serez un certain nombre à me rappeler que j'avais pris cet engagement. Et honnêtement, je pense que voilà, qu'à 70 ans, il est bien. La vie commence à 70 ans aussi aujourd'hui, hein, mais une vie différente, plus personnelle, etc. Et j'espère bien avoir une espérance de vie d'au moins 30 ans après mes 70 ans. Alors, on va entrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui se passe avec votre premier adjoint, Bernard Keller? On sait que Bernard Loumagne était votre ami, votre premier adjoint. Vous avez fait beaucoup de campagnes ensemble. Vous êtes dans le même parti politique. Je viens de Qu'est-ce donner qui se passe? un élément de la réponse. Je lui ai dit au mois de mars, c'est-à-dire un an avant les élections, que je comprenais qu'il a envie de repartir sur la liste, mais qu'il aurait 74 ans et qu'il fallait commencer à donner des signes de rajeunissement, parce que moi-même j'allais arrêter à 70 ans, et que donc aucun problème pour qu'il reste, mais il serait plus premier adjoint, ni même adjoint d'ailleurs. Et bon, après avoir réfléchi tout en ne comprenant pas bien, il m'a dit qu'il était d'accord. Et puis finalement, il l'est plus. Donc aujourd'hui, tout ça est habillé de raisons politiques. Je constate simplement que celui qui était fait, c'est vrai, mon ami, y compris mon ami politique, rejoint déjà un élu qui m'avait trahi en 2001. Monsieur Léonard. Monsieur Léonard, que j'avais fait adjoint au maire, et qui a trahi aussi ses camarades socialistes, qui a été exclu, et qui avait rejoint Monsieur Puig, qui est l'ancien maire, qui lui m'a pas pardonné d'avoir fait Aéroconstellation, je crois. Bon, mais voilà. Donc c'est une liste faite de gens qui ont trahi ou qui ont des aigreurs, une certaine amertume, et puis peut-être parfois aussi une vision passéiste de Blagnac qui ne correspond pas, j'en suis persuadé, à ce que les Blagnacais, justement, attendent de leur ville, dont ils sont très fiers d'ailleurs. Alors, dans sa première conférence de presse, Bernard Loumagne vous a attaqué sévèrement sur votre côté autoritaire, voire plus. Notamment en faisant référence à la manière dont vous lui avez retiré ses délégations, à lui et à ses amis, avec la police municipale, etc. Vous répondez quoi? Moi, d'abord, ce qui m'intéresse, bon, il n'y a pas que M. Loumagne, hein, il y aura 4 autres listes. On va en parler, Ce sont les Blagnacais et la perception qu'ont les Blagnacais. Et si c'était vrai ce que dit M. Loumagne, c'est la totalité de mes adjoints qui seraient partis avec lui. Soyons sérieux 30 secondes et interrogez plutôt ceux qui restent avec moi sur la prétendue autorité qui serait la mienne, pour qu'il en faille un minimum. Vous savez, j'ai aussi été cadre dans une entreprise et il faut aussi, sinon on est un maire doit savoir trancher. Il faut savoir arbitrer, mais que l'on retira une délégation à des gens qui trahissent, c'est quand même la moindre des choses. Quant à la prétendue police, c'est la police municipale, parce qu'il faut que l'information soit donnée par des agents assermentés ou par courrier avec accusé de réception. L'accusé de réception, il met 4-5 jours. Donc, un agent de police est un agent assermenté, c'est tout, qui vient de manière formelle et assermentée remettre un pli dont je suis sûr qu'il a été remis. Tout, c'était pas du tout, ils sont pas arrivés, c'est pas comme aux États-Unis, faut pas exagérer. On joue un peu la victimisation, là, dans cette affaire, soyons sérieux. Est-ce que, en cas au second tour, en cas de triangulaire ou même sur un binôme au second tour, quelle sera votre stratégie d'alliance avec cette liste? Est-ce qu'il y aura une stratégie d'alliance? Aucune. Sera-t-elle? Aucune, veut dire, c'est difficile de constituer une liste. Vous savez, un des effets de la question que vous me posiez, pourquoi un nouveau mandat, c'est que quand on a plusieurs mandats, en général, on a des colistiers avec soi qui sont dans plusieurs... C'est aussi pour ça, d'ailleurs, que M. Loumagne, s'y voyait encore, d'ailleurs. Et donc, tout le monde a envie de continuer sur la liste. Donc, c'est très, très difficile de se séparer de certains, sauf quand ils partent d'eux-mêmes, et ceux qui rejoignent, ont une forte envie d'adhérer à la liste qui est donnée comme celle qui va gagner. Tout ça pour dire que il ne peut pas y avoir d'alliance de second tour, il ne peut pas y avoir je ressors Pierre, Paul ou Jacques pour y mettre tel autre qui était parti. Ça sonne comme une mise en garde quand même. Parce que ça veut dire que c'est pas parce que vous avez monté votre liste que vous aurez quand même la place. Parce qu'on peut penser que certaines listes naissent pour avoir des places qu'on peut pas avoir. En pensant qu'il y aura entre les deux tours une... mais c'est clair, il n'y en aura pas. Ma liste restera ma liste, quoi qu'il advienne.
Il y aura pas de négociation entre les deux tours. D'ailleurs, ce scénario, je ne l'envisage même pas, et aucun de mes colistiers ne l'envisage. Même en cas de triangulaire. Même en cas de triangulaire. Comment vous analysez l'arrivée de David Gerson, qui a remplacé Sacha Briand comme opposant principal? Je l'analyse pas, je la constate. Constate que Sacha Briand est allé habiter Toulouse. Mais ça, c'est sans doute aussi pour des raisons personnelles. Et puis, Sacha Briand, je l'ai battu systématiquement à chaque élection municipale et à chaque élection cantonale. Bienvenue à M. Gerson. Le Front National? Ça, c'est nouveau, encore que pas complètement. Parce que aux dernières cantonales, précisément, je me suis retrouvé au second tour face à un voté bleu marine que personne n'a connu, qu'on n'a jamais vu, qui est arrivé devant Sacha Briand, dont on parlait à l'instant d'ailleurs. Donc le phénomène du vote, je le prends très au sérieux. Je pense en revanche qu'il y a peut-être une petite part d'intox dans le propos qui consiste à dire que la liste est pratiquement bouclée. Je suis pas sûr que trouver 35 noms, dont 17 femmes, qui iront faire leur marché rue Pasteur avec l'étiquette Front National, je suis pas sûr que ce soit si facile que ça à porter. En tout cas, je l'espère. Alors, parlons du fond. Blagnac est connu pour son dynamisme au niveau sportif, au niveau culturel notamment. Beaucoup de Toulousains viennent chez vous pour voir les spectacles ou pour faire du sport. Est-ce que ça va être de nouveau un élément, j'allais dire, fort de votre programme à venir? Oui, bien sûr. Bien sûr, j'aime bien dire, je le disais tout à l'heure, quand Nougaro chante Toulouse, il parle de Blagnac. Nos avions sont plus beaux, ils ronflent gros, etc. Blagnac, c'est Toulouse. Toulouse sans Blagnac ne serait pas Toulouse. Et c'est pour ça qu'il y a Audi Sud, qui fait quelques 120 000 spectateurs par an, qui a quelques 20 000 abonnés, et qui passe pour une salle toulousaine des plus performantes de province. C'est pour ça que il y a des équipements sportifs de haute volée, notre rugby qui est toujours proche du stade toulousain et bien vu par toute la communauté rugbystique. D'ailleurs, des joueurs à commencer par Monsieur Dussautoir, sont Blagnacais, des Coris, pour ne citer que, habite Blagnac. Notre patinoire et le TBHC portent les couleurs du patinage. La piscine est également un équipement très fréquenté par des Toulousains ou des grands Toulousains. Mon programme, bien sûr, va continuer à porter cette identité forte de Blagnac qui appartient à une certaine fierté toulousaine. Et c'est vrai également, bien sûr, dans le domaine du développement économique, puisque, pour prendre une image, nous sommes quand même le puissant moteur du développement économique de toute l'agglomération toulousaine. Justement, vous parlez de votre programme. Qu'est-ce qui vous reste à faire, finalement, pour ce dernier mandat? Quels seraient vos objectifs? D'abord, continuer à faire en sorte que Blagnac construise cette image de dynamisme, d'équilibre, de solidarité qui en font sa qualité de vie. Parce que quand même, tout ce que je viens de dire, ça participe à la qualité de vie de notre commune et qui est perçue par nos concitoyens. Cette qualité de vie, j'entends bien la conforter par la préservation de notre noyau villageois, dans le cadre d'un programme que j'appelle Blagnac Centre 2020. C'est dans cet esprit que j'ai fait la totale réfection de l'église Saint-Pierre, qui est refaite du sol au plafond jusqu'à l'éclairage et qui est magnifique. C'est le seul bâtiment véritablement patrimonial que nous ayons, donc c'était quand même bien normal. Mais une des idées contestées d'ailleurs par certains, c'est de réaménager la mairie en recentralisant un certain nombre de services pour offrir un guichet unique à tous les Blagnacais. Guichet unique qui va amener des gens dans le noyau villageois, et le noyau, ce sont les commerçants du centre aussi qui marchent bien. Et c'est aussi pour ça que j'ai l'intention, tout en agrandissant un petit peu la mairie, de faire un parking souterrain de quelques 240 places qui va faciliter le stationnement dans le noyau villageois. Étrange, Bernard Keller, parce que David Gerson, comme Bernard Louman, vous attaque sur cette question du centre-ville, en disant le centre-ville de Blagnac se meurt, les commerçants souffrent.
Vous privilégiez des zones Ils mentent. hors centre. Où ils sont pas les mêmes commerçants que moi. Je veux dire, moi, ce qui m'importe, c'est ce que pensent les gens, les commerçants eux-mêmes. Le noyau villageois ne se meurt pas, et ce qu'ils disent m'importe peu, à la limite, une fois encore, c'est la perception des Blagnaquais, des commerçants eux-mêmes, de ceux qui font la vraie vie dans Blagnac. Mais aussi, Blagnac, c'est Andromède. Puisque là aussi je sais que c'est contesté parce que Blagnac est en train de changer, et Andromède ce sont 70 hectares d'espace vert. Andromède c'est déjà 1000 logements et quelques 2000 habitants qui sont fiers d'être Blagnacais, qui sont très fiers d'être Blagnacais, et les détracteurs d'Andromède ne se font pas des amis avec les électeurs d'Andromède. Parce que Bernard Loumagne parle presque de raté. Oui. C'est un raté qu'il a voté, Monsieur Loumagne, il a tout voté. Monsieur Loumagne, ce qu'il veut, on l'a déjà fait, et ce qu'il ne veut pas, il l'a voté. Alors bon, il faudrait un peu de cohérence, quoi. Il faut arrêter avec. Mais justement, ce que je souhaite faire, c'est que Andromède, on l'imprime bien, on l'inscrive bien dans la vision qui était la nôtre quand on a fait le programme Constellation avec Aéroconstellation, que plus personne ne critique. Les mêmes qu'a rejoint M. Loumagne. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas critiqué Aéroconstellation, que j'allais saccager les espaces. Aujourd'hui, tout le monde découvre, même croit qu'il y avait déjà quand ils voient ce qu'on appelle les waterways dans le patois d'Airbus, eh bien, il y a des aigrons, des hérons cendrés, il y a des aigrettes, il y a des oiseaux, tout le monde pense que c'était des plans d'eau qui étaient préexistants. Que nenni. Aujourd'hui, tout le monde cite Aéroconstellation comme une réussite industrielle. Mais dans le même temps, j'ai fait Andromède pour y mettre quelques 4000 habitants à partager entre Blagnac et Beauzelle. C'est une zone de 210 hectares à cheval entre nos deux communes. Mais avec 70 hectares d'espace vert, avec des aménagements paysagers de qualité. On est en train d'y construire une nouvelle école. On va y construire un nouveau gymnase, il y a déjà le lycée, il y a déjà le tramway, il y a déjà la crèche, bref, tout cela existe, et on va faire arriver les premiers commerçants sur l'avenue d'Andromède. Je vous assure que, d'ailleurs, Stéphanie Sens, qui préside le conseil de quartier Andromède, tout le monde sait aujourd'hui qu'elle me rejoint sur la liste, et je ne doute pas qu'avec elle, nous serons élus et que les habitants d'Andromède sauront la reconnaître comme une véritable porteuse de l'identité d'Andromède et de Blagnac. Je ne doute pas que... c'est devenu un vrai quartier, c'est ça que vous voulez dire? C'est un vrai quartier blagnacais à part entière. Parlons aussi de Blagnac Constellation. Est-ce qu'il n'y a pas, avec cette structure, une prise de pouvoir sur les communes qui touchent Blagnac? Alors, Blagnac-Constellation. Parce que c'est ce qu'on entend beaucoup dans les oppositions de ces communes-là. Je pense à Beauzelle, je pense à Auxonne notamment, où il y a beaucoup d'enjeux municipaux. Alors, Blagnac-Constellation, depuis le 1er janvier, n'existe plus. En revanche, je suis très fier d'avoir porté et présidé Blagnac-Constellation. Parce que les oppositions disent c'est grâce à Blagnac-Constellation que tel ou tel projet s'est fait, et non pas grâce aux mairies. C'est grâce à Blagnac-Constellation et aux mairies additionnées qui ont su travailler ensemble et intelligemment, et aux maires qui ont su s'entendre pour porter ce partenariat, cette coopération intercommunale. C'est grâce à ça qu'on a pu faire Aéroconstellation, qu'on a pu faire Andromède, qu'on a pu faire Mont-je-Croix du Sud à Cornebarieux, qu'on a pu partager des succès, et y compris des dividendes pour les communes membres. Blagnac-Constellation ne peut plus exister aujourd'hui parce que dans la communauté urbaine telle qu'elle est, il y a un empilage des strates. C'est une question de compétence. Voilà, qui fait qu'il fallait l'abandonner. Mais Blagnac et l'esprit de Constellation et son esprit continuent à perdurer pour deux raisons. La première, c'est que, oui, vous avez vu que la métropole toulousaine est divisée en pôles. Eh bien, le pôle nord-ouest, ce sont très exactement les 6 communes de Blagnac-Constellation, Blagnac, Beauzelle, Seille, Auxonne, Mondonville et Cornebarieux, et que le nouveau découpage en discussion des nouveaux cantons prévoit très exactement d'élargir le canton de Blagnac, qui ne comptait pas encore Seille et Auxonne, à Seille et Auxonne, donc exactement. Vous étiez un précurseur. Constellation. Je pense que nous avons ensemble été précurseurs. Oui. D'autres questions, messieurs? Oui, alors une dernière question justement sur... Pour le citoyen, c'est une question que je pourrais poser à n'importe quel maire de la métropole, hein, donc je profite de vous la poser à vous. Pour le citoyen et pour l'habitant d'une ville,
pourquoi aujourd'hui il y a une sorte de défaut de communication, selon vous, pourquoi il y a une défaut de communication de la métropole et pourquoi finalement les gens ne votent pas sur la question métropolitaine, qui est pourtant une question centrale. Qui est un défaut de... Je ne sais pas si c'est perçu comme il y a un défaut de communication de la métropole. Le citoyen connaît la ville, quoi, c'est clair. Oui. Et alors, je pense qu'il ne nous fait pas procès d'intégrer Blagnac, en ce qui me concerne, dans la métropole. Alors après, le problème de la communication, c'est que c'est un relatif empilage des strates, communautés de communes, communautés de pays, il y a quand même une sorte de millefeuille. Alors oui, puis une perception, c'est complexe quand même. En plus, avec des évolutions d'appellation. D'abord, on s'est appelé district du Grand Toulouse, et puis on est devenu communauté d'agglomération du Grand Toulouse, et puis on est devenu communauté urbaine du Grand Toulouse, et maintenant on va s'appeler métropole Toulouse. Bon, donc déjà, c'est le changement en termes de moi qui suis un ancien homme de communication, les changements de nom. Vous êtes même appelé Toulouse Métropole alors que vous n'étiez pas métropole. Tout à fait, mais ça parce qu'on peut. Toulouse Métropole, communauté urbaine. Mais Nantes Métropole s'appelle aussi comme ça, sauf qu'on a changé. Je crois la première raison, c'est qu'on a beaucoup changé de nom. Donc il va nous appartenir dans ce nouveau mandat de faire en sorte maintenant de stabiliser l'identité. Ça commence par ça, et puis d'expliquer en quoi cette coopération profite à nos concitoyens. Je crois que oui, il y a un effort à faire, c'est clair, de communication. J'en conviens. Voilà, nous arrivons au terme de ce grand plateau de Bernard Keller. Bernard Keller, systématiquement, on demande à nos invités, en dehors de leur activité politique, s'ils ont le temps de consacrer un petit peu d'énergie à des loisirs. Qu'est-ce que fait Bernard Keller en dehors de ses activités de maire et de ses activités? Il fait du vélo. Du vélo d'habitude le dimanche matin. Mais comme ce matin, je suis avec vous, et c'est un grand plaisir pour moi, je l'ai fait hier après-midi. Mais systématiquement, je fais 5000 km par an à peu près, en moyenne de vélo. Voilà, j'y tiens. Avec Marc, on va venir aussi. Et voilà. Et juste un mot quand même, j'ai pas dit un mot d'Aéroscopia, le musée que Blagnac et moi sommes extrêmement fiers de porter, qui participe à l'identité de Toulouse et de sa métropole. Que ne dirait-on pas si on n'avait pas été capable de le faire quand certains me le reprochent? Merci Bernard Keller, c'était le grand plateau de Bernard Keller, maire de Blagnac, que vous pourrez réécouter en podcast sur Radio Cola-Vive et que vous pourrez revoir sur la web TV du journal toulousain à partir de mardi. Merci monsieur le maire. Merci de votre invitation. Vous, vous êtes et nous, nous sommes des hommes pareils, plus ou moins nus sous le soleil.